On va parler aujourd'hui des robots conseillers. Et le matériel que je vais exposer, c'est, bon, la plupart, c'est dans un chapitre d'un livre que je viens d'écrire avec mon étudiant Sébastien Thierry. C'est le Robot Advisor a Big Data Challenge qui vient d'être publié dans le livre Big Data in Finance, Opportunities and Challenges of Financial Digitalization, qui bon, c'est maintenant imprimé, c'est complet. Bon, en fait, on parle ici des robots conseillers, mais on commence en donnant un aperçu des fintech. Donc, on appelle fintech tout ce qui est technologie avancée appliquée aux services financiers. Donc, ça signifie il y a quelque chose de caché dans cette définition. Donc, c'est une technologie qui peut naître dans un domaine différent. C'est une technologie qui peut être plus informatique ou qui provient du génie des sciences et qui est après appliquée au monde des affaires. Parmi les innovations technologiques les plus révolutionnaires qu'on a eues au cours de l'histoire, on a d'abord quelque chose que nous, bon, on utilisait beaucoup, on peut dire, c'est-à-dire l'introduction du guichet pour retirer l'argent. Vous devez penser qu'avant ça, tout le monde devait se rendre à la caisse pour retirer l'argent, ou les travailleurs pour recevoir leur salaire, etc. Donc, l'introduction d'une machine comme ça a vraiment révolutionné les services financiers et aussi changer les organisations parce qu'il y a eu aussi un changement de nombre de quantité de personnel, une réduction de personnel et tout cela. Une autre innovation FinTech qui a été assez importante, c'est l'introduction du trading algorithmique. Cela aussi a entraîné une révolution dans le sens que avant, les investissements en bourse étaient faits de vive voix ou par téléphone, mais avec l'introduction du trading algorithmique, les placements boursiers sont devenus quelque chose d'informatique. Donc, les maisons de trading choisissent essentiellement des algorithmes pour placer leur ordre à une vitesse très élevée. On a aussi l'innovation due à l'introduction d'Internet. Ça, c'est assez clair pour tout le monde. Donc, une innovation au niveau de la communication, de la diffusion des données, de l'accès à l'information. Avant, l'information était bien plus privée. Et finalement, parmi les fintech, on mentionne les chaînes de blocs et les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies comme outil d'échange, mais aussi la chaîne de blocs comme infrastructure qui permet ces échanges. Et on va voir que les robots conseillers sont quelque chose, un outil d'innovation, de transformation numérique à l'intérieur de la gestion des portefeuilles, à l'intérieur du conseil financier. Et ici, le mot-clé est vraiment transformation numérique. Donc, on a des services qu'au passé étaient donnés par des humains. À travers des canaux traditionnels, on se rendait à la caisse pour rencontrer un conseiller. Et maintenant, on va vers une direction où on va faire tout seul à travers une interaction avec une plateforme web ou une application sur le téléphone mobile. Donc, FinTech est aussi associé à ces niveaux de transformation numérique. Cela inclut différents aspects. Donc, c'est vraiment une transformation de la société dans le sens qu'on a des innovations au niveau des produits offerts. Donc, il y a un changement au niveau du produit. Le service bancaire change. Avant, c'était un service en personne. Maintenant, ça devient un service mobile. Dans le monde de l'assurance, il y a, grâce à l'IA, une personnalisation des primes. Donc là, le monde de l'assurance aussi change l'offre de ces produits. On a accès à une énorme quantité de données. Donc, cela nous permet d'atteindre de nouveaux clients. Et ce sont des clients qui ont une attitude numérique, l'utilisation des données massives pour classer les clients et comprendre leurs besoins, aussi les attirer. Ce sont des clients qui sont plus à l'aise à utiliser la technologie. Voilà pourquoi le monde de la finance doit s'adapter à des clients qui veulent échanger des actifs à travers des outils technologiques. On a aussi des innovations au niveau de l'organisation. Donc, l'entière filière des banques ou des institutions financières va changer parce que les services sont de plus en plus virtuels.
Donc, il y a de moins en moins de travailleurs en personne. La communication change aussi. On a communication par réseaux sociaux, par exemple une publicité par réseaux sociaux plutôt que par la poste ou par le téléphone. Et cela change complètement les modèles d'affaires. Et on le voit avec les bitcoins, avec les monnaies virtuelles. On le voit à travers l'automation. Les modèles d'affaires doivent contenir un côté plus technologique. Et c'est les robots conseillers, ce sont des plateformes automatiques pour faire des investissements. Donc, ça apporte un modèle d'affaires différent. Donc, toujours dans cette introduction, en fait, les robots conseillers font partie des applications de l'intelligence artificielle dans le monde des affaires. Et ici, on peut nommer trois aspects. Donc, on parle d'intelligence artificielle pour se référer à l'aspect plus technique, plus informatique. Mais il y a aussi le côté données massives. Donc, il y a une évolution informatique, mais qui est basée sur le fait d'avoir accès à une quantité énorme de données qui arrivent en temps réel, qui sont mises à jour tout le temps, etc. Et aussi, il y a le côté plus statistique de l'apprentissage automatique ou de l'apprentissage machine, ou qui sont les techniques pour analyser ces données. Et dans le monde des affaires, on a plusieurs applications de l'IA dans différents domaines. Par exemple, on applique l'IA pour optimiser les processus industriels. Par exemple, si vous devez gérer les stocks ou prévoir les ventes, il y a des techniques pour améliorer véritablement la prévision des ventes, gérer les stocks en entrée et en sortie, donc optimiser les processus, optimiser la production. Il y a des applications à la gestion de la relation client, donc identifier des clients qui sont les plus rentables, qui vont dépenser plus d'argent dans notre entreprise, qui vont apprécier nos produits davantage. Aussi, c'est basé sur des scores d'appétence, dans la probabilité que le client fasse une certaine opération ou non, un certain achat ou non. Il y a aussi le côté marketing qui n'est pas négligeable. Donc, recommander des offres qui sont ciblées et personnalisées. Et il y a finalement des applications à la gestion du risque. Par exemple, dans les assurances, on a des primes personnalisées pour gérer le risque des sinistres. On parle des scores de crédit, les scores de crédit pour prévoir la faillite ou le fait de ne pas repayer une dette. Et on va voir que les robots conseillers vont partager des éléments avec d'autres applications de l'intelligence artificielle au monde des affaires, en particulier la personnalisation du produit et la recommandation. Donc, voyons maintenant la définition des robots conseillers donnée par le Sovereign Wealth Fund Institute. Donc, on parle des robots conseillers comme tout outil financier qui est basé sur le web. Donc, il y a une interaction à travers Internet et il n'y a pas d'intervention humaine. Donc, l'intervention humaine est quasi nulle. C'est une plateforme qui opère en ligne et vous permet de faire des investissements. Et il y a aussi un côté algorithmique, c'est-à-dire que l'investissement proposé par cette machine n'est pas seulement une indication générale, dire comme par exemple aller investir dans les obligations, dans les bons du trésor, etc. Mais c'est la machine propose des stratégies de portefeuille qui sont sophistiquées parce qu'elles sont optimisées à travers des processus quantitatifs. Donc, les robots conseillers sont apparus plus fréquemment à partir de la crise financière de 2008. On pensait que les robots conseillers pouvaient aider à éviter qu'une nouvelle crise arrivait. Et en fait, les robots conseillers utilisent davantage des stratégies passives. Ce sont des stratégies où l'idée est de suivre un indice boursier, par exemple. Donc, ce n'est pas des stratégies où on choisit des titres tout le temps, mais c'est surtout de suivre, par exemple, la bourse américaine, suivre le marché canadien. On va suivre des stratégies et cela nous donne une manière bon marché de faire ça et aussi un côté plus facile à programmer. Et leur équilibrage est automatique. Donc, comme tout le processus est automatisé,
on peut mettre à jour la position très fréquemment, plus fréquemment que rencontrer les conseillers humains. La stratégie proposée est très personnalisée. Donc ça, c'est l'un des objectifs principaux des robots conseillers. Et tout ça, ce sont des objectifs très raisonnables et très ambitieux, mais dans la réalité, la littérature nous dit que cet outil a encore beaucoup de possibilités de développement dans en façon élégante pour dire qu'il y a plusieurs aspects qui ne marchent pas. Et en fait, en général, à l'état actuel, cet outil-là, le robot conseiller, n'est pas assez sophistiqué dans le classement des clients et dans la recommandation d'offres personnalisées. Mais surtout, sûrement, on veut dire que ça, c'est une technologie qui est là pour rester, mais il faudra faire des développements additionnels. Et dans cette direction, c'est l'intelligence artificielle qui va aider beaucoup. Dans la suite, on va voir avant les avantages et les inconvénients des robots conseillers, et puis on va voir comment les données massives et l'intelligence artificielle peuvent améliorer certaines des faiblesses de cette technologie. Donc, pour parler des forces et des faiblesses des robots conseillers, je vais d'abord mentionner quelques aspects de la gestion des portefeuilles traditionnels pour voir comment cette technologie peut améliorer des carences de la gestion des portefeuilles traditionnels. Donc, quand vous devez gérer les portefeuilles d'actifs d'un client ou vous devez fournir à un client des possibilités d'investissement, il faut d'abord considérer le panier d'actifs auquel l'investisseur a accès. Pour les investisseurs les plus prudents, on va considérer des bons du trésor ou des obligations, c'est-à-dire des actifs qui ont un retour fixé à l'avance, donc le revenu est fixé. Il n'y a pas de risque, disons. Bon, il y a quelques risques, mais pas beaucoup. En particulier, si on garde l'actif jusqu'à l'échéance, le seul risque est si l'on retire l'actif à l'avance. Donc, si le client est plus risqué, alors on va lui proposer des actions. Ici, choisir des actions n'est pas une chose tout à fait facile. Ça requiert de l'expertise. L'action n'a pas de revenu fixé à l'avance. Donc, c'est comme une loterie. On ne sait pas quel sera le rendement futur. C'est pour des investisseurs qui sont conscients de leurs risques. Il y a aussi la possibilité d'investir dans des fonds négociés en bourse qui sont des outils financiers plus faciles à gérer. Ils peuvent contenir des actions ou des obligations dans un certain pourcentage. Et ceux-là sont plus accessibles à la plupart des investisseurs. Pour des investisseurs qui sont vraiment sophistiqués, ça peut contenir des institutions financières, par exemple, ou des traders qui font ça comme travail. Il y a les investissements dans les produits dérivés, options, contrats à terme. Ça, c'est pour construire des stratégies plus complexes, pour se couvrir de certains risques. Ça, ce n'est pas quelque chose que l'on fait dans la vie courante. Donc, il y a un niveau panier d'actifs auquel l'investisseur a accès. Puis, il y a les côtés données. Quelles sont les données utilisées pour créer une stratégie de portefeuille efficace? Dans l'approche standard, on n'utilise pas beaucoup de données. En fait, on utilise surtout les données historiques, c'est-à-dire les données du passé. Donc, on regarde les rendements moyens historiques et on considère la variance historique, la variance empirique historique. Donc, ce que l'on fait dans l'approche traditionnelle, c'est de considérer les rendements journaliers des dernières années et regarder la moyenne et la variance, c'est-à-dire la variabilité des rendements. C'est vrai qu'il existe des modèles plus compliqués, mais à la fin de l'histoire, l'élément essentiel est l'utilisation des données passées. Ici, ce sont deux points où l'intelligence artificielle a beaucoup à dire et on va voir dans une minute. Il y a aussi deux autres aspects qui vont être beaucoup améliorés par les robots conseillers, c'est-à-dire l'analyse des caractéristiques de l'investisseur. Les conseillers humains doivent établir l'aversion au risque de l'investisseur, donc distinguer entre un investisseur plus prudent et un investisseur qui a le goût pour les risques.
Et puis, il se base sur des données objectives. Donc, l'âge, le revenu, savoir si l'investisseur est retraité ou un travailleur. L'horizon temporel à disposition, donc si l'investisseur veut investir pour 10 ans, 20 ans ou à court terme. Les montants à investir, un gros chiffre immédiatement ou des petits chiffres mensuels. Et puis savoir si on va vers une gestion active, c'est-à-dire où on choisit des titres spécifiques, on va chercher des opportunités du marché au fil du temps, ou une gestion passive où l'on va suivre le marché au complet. C'est vrai que tout cela est fait avec des données très de base, dans des données publiques, des données, pas vraiment publiques, mais des données faciles à repérer comme l'âge. C'est vrai que les gestionnaires de portefeuille donnent quelque chose de personnalisé, mais c'est une personnalisation assez faible. C'est au niveau, bon, vous devez acheter une maison, on fait ça, vous devez partir à la retraite, on fait ça. C'est une personnalisation, mais ce n'est pas très poussé. Il faut aussi considérer les objectifs de l'investisseur. Et ça, dans ça, la gestion traditionnelle a des objectifs qui sont assez standards, comme atteindre un rendement cible. Bon, vous voulez atteindre le 5% pour 5 années. Ou minimiser le risque. Vous ne voulez pas, vous préférez avoir moins de rendement, mais aussi moins de risques. Ou vous pouvez, vous voulez contrôler les pertes, donc vous êtes très, très préoccupé par les événements extrêmes, donc vous allez vers un produit plus d'assurance. Donc ça, c'est ce qui est fait dans l'approche standard. Voyons maintenant comment les robots conseillers peuvent améliorer ces 4 aspects. D'abord, le panier d'actifs. Maintenant, le robot conseiller est une plateforme virtuelle. Donc, on s'attend que cette plateforme-là donne immédiatement l'accès à plusieurs marchés où l'investisseur n'a pas accès dans la gestion traditionnelle. Donc, je veux dire, on s'attend à ce que cette plateforme-là nous permette d'acheter des actifs partout. Donc, qu'il soit une plateforme intégrée qui est capable d'opérer sur différents marchés sans que l'investisseur doit penser à la manière de le faire. Donc, avec des coûts de transaction qui sont faibles et aussi sur des marchés où l'investisseur n'a pas vraiment, l'investisseur ne sait pas si il peut acheter un titre à l'extérieur. Bon, mais la machine, on s'attend qu'une machine technologiquement avancée est capable de mettre ensemble plusieurs marchés. Aussi, on s'attend que le robot conseiller est capable de proposer des opportunités d'investissement en temps réel. Comme c'est tout automatisé, on ne va pas changer notre portefeuille tous les 6 mois quand on va rencontrer les conseillers financiers, mais la machine devrait nous proposer des opportunités d'investissement parce qu'elle trouve des actions qui sont sous-évaluées, elle trouve d'autres qui sont surévaluées, etc. Du côté données, il y a une grosse amélioration due à l'utilisation des données massives. Ça change complètement parce qu'au lieu d'utiliser seulement les données historiques des rendements, ici, on va utiliser les données massives, c'est-à-dire toutes les transactions passées du client, tous les commentaires sur les réseaux sociaux, les tendances qu'il y a en ligne. C'est toutes des données qui sont considérées pour créer une stratégie personnalisée. Si j'utilise les données passées, je vais proposer quelque chose qui est similaire à tout le monde. Mais si j'utilise des données personnalisées, par exemple, tous mes achats passés ou les achats des clients similaires à moi, alors la machine peut me proposer une stratégie que je peux aimer davantage. Il y a aussi une amélioration pour la gestion, pour l'analyse des caractéristiques des investisseurs. Par exemple, si l'investisseur pouvait utiliser, si on pouvait avoir des données conversationnelles, par exemple, obtenues à travers un chatbot, on pourrait bien comprendre la personnalité du client. Donc, la machine pourrait de manière automatique comprendre la personnalité du client. Plus que se baser sur son âge, son revenu, etc. Et ça requiert la gestion des données de plusieurs sources. On a données en temps continu, données discrètes, données catégorielles. On a une hétérogénéité des données à utiliser qui vont au-delà de ce que le planificateur financier
financier peut savoir de notre identité, de notre vie. On a aussi une amélioration au niveau de l'objectif de l'investisseur. Parce qu'au lieu d'avoir un objectif qui est très général, on va avoir des objectifs qui sont très adaptés, très spécifiques et aussi qui vont être mis à jour de manière très fréquente. Pas besoin de rencontrer les conseillers pour changer ça parce que vous pouvez le faire par votre téléphone. Donc ici, on indique quelques robots conseillers, ce sont les plus populaires maintenant. Donc Sophie, Wealthfront, Betterment, Vanguard, moi je ne veux pas faire de publicité à personne, mais il y a des listes, se sont développées surtout aux États-Unis, en Europe, mais il y en a aussi en Asie. Ils sont assez différents entre eux. Donc, on va voir quelques caractéristiques des robots conseillers pour les classer un petit peu, parce que les termes cachent des différentes nuances. On indique, par exemple, on a 4 générations de robots conseillers. Donc, vous devez penser qu'au début, la caractéristique du robot conseiller, c'était l'utilisation d'un questionnaire pour déterminer l'attitude du client face au risque. Donc, par rapport à la gestion traditionnelle, le tout robot conseiller a des questionnaires. Donc, il a des questions à répondre. Et puis, ces données-là sont traitées, sont analysées pour comprendre l'attitude vers le risque. Au début, ça, c'était attribué, c'était traité et ça devenait une gestion du portefeuille assez traditionnelle. Donc, c'est vrai que c'était on proposait des portefeuilles adaptés au risque, donc on n'allait pas proposer le même portefeuille à tout le monde, mais c'était quand même une approche assez simple. Puis, à un certain point, pour les générations 3-4, on a eu une amélioration grâce à l'intelligence artificielle. Avant, grâce à l'utilisation des algorithmes. Et ici, c'est une amélioration au niveau de la stratégie proposée. Donc, pourquoi pas proposer un investissement en stratégie plus complexe? On a les outils informatiques et algorithmiques pour proposer une stratégie plus compliquée. Donc, la machine va la proposer. Et l'utilisation de l'intelligence artificielle a amélioré ces processus dans des algorithmes plus complexes, mis à jour plus fréquemment. Et on peut distinguer 3 types de robots conseillers qui sont vraiment 3 industries très différentes. On a la manière direct to consumer. Ça, c'est ce que l'on apprécie davantage comme investisseur particulier, c'est-à-dire des plateformes en ligne sans intervention humaine. Bref, c'est une application sur le téléphone. Donc, vous prenez Sophie, par exemple, ça vous donne une application sur le téléphone, vous ouvrez votre compte et vous pouvez investir n'importe où de manière très facile et très autonome. Donc, ça, c'est vraiment un côté vers les particuliers, l'approche direct to consumer. Donc, on parle d'une technologie qui potentiellement agrandit l'audience parce que ça peut être utilisé par des gens qui ont très peu d'épargne, peut-être, et qui ne seraient jamais allés chez un conseiller financier. Vous savez, pour les conseils financiers, il y a toujours des tranches de revenus, des tranches de richesses. Non, ce n'est pas tout le monde qui va au conseiller financier. Mais avec ça, avec quelque chose sur le téléphone, c'est aussi un petit épargneur, un jeune qui commence ses études ou commence à travailler, il a déjà accès aux investissements financiers, aux plateformes financières. Ça, c'est super important. Il y a quand même la partie business to business qui est très intéressante. Ça, c'est utilisé à l'intérieur de l'industrie. C'est-à-dire, c'est utilisé par les conseillers traditionnels comme outil numérique pour proposer des meilleures solutions aux clients. Clients qui peuvent être des entreprises, des assurances ou n'importe qui. Donc, c'est un modèle plus business to business. Ici, le côté utilisation par le téléphone n'est pas intéressant, mais le résultat de la stratégie de portefeuille proposée est plus important. Finalement, on a un modèle hybride qui est de plus en plus populaire parce que on avoue que les investisseurs ne veulent pas être vraiment seuls face à la machine. Donc, on peut proposer une utilisation des robots conseillers par téléphone, une utilisation de base, et de temps en temps,
une rencontre avec les conseillers financiers. Donc ça, c'est l'approche hybride qui peut être aussi important pour certains types de clientèle. Par exemple, si vous avez une grosse richesse à gérer, si vous avez plusieurs millions de dollars à gérer, peut-être que vous aimez aussi échanger avec un consultant humain au-delà de vous gérer tout seul avec la plateforme en ligne. Voyons maintenant quels sont les avantages des robots conseillers. Donc, le principal avantage est la personnalisation du produit financier. Et ça, on le voit dans différents niveaux. Donc, on a déjà mentionné un petit peu le fait qu'on peut cibler des clients, proposer des stratégies personnalisées, mais c'est parfois atteindre des clients qui n'étaient pas là, non, qui n'étaient pas considérés avant. Donc, c'est aussi un agrandissement de l'audience, du public ciblé. Et puis, on va lui proposer quelque chose de spécifique, des investissements spécifiques. On a aussi un aspect important parce que tout investisseur a le côté fiscal. Alors, le côté fiscal est aussi intégré dans les robots conseillers, dans le sens que si vous êtes une entreprise en particulier avec un certain revenu, etc., gérer les plus-values ou les pertes en capital est aussi une source de pertes d'argent ou une source de gains. Donc, c'est important d'avoir aussi, c'est important d'avoir le côté fiscal optimisé. Parce qu'avec quelques achats ou ventes dans certaines périodes de l'année, vous pouvez maximiser les profits attirés par les plus-values et les pertes en capital. Et ça, c'est un avantage additionnel des robots conseillers. Donc, une personnalisation par rapport à votre objectif d'investissement, aux caractéristiques du client, mais aussi du côté fiscal. On a aussi d'autres avantages. Donc, on va proposer aux clients des allocations d'actifs qui sont optimales pour eux en fonction de leurs objectifs, donc objectifs qui peuvent changer avec le temps et en fonction du profil de l'investisseur. Pourquoi ça, c'est très important? Parce qu'on avoue que dans les conseils financiers traditionnels, il y a le problème que parfois les conseillers financiers humains ne suit pas vraiment la volonté du client. Donc ça, c'est impossible avec les robots conseillers. Donc, les robots conseillers agissent vraiment de manière objective selon les données passées à la machine. Par contre, les conseillers financiers peuvent être toujours trop prudents ou toujours trop risqués ou penser qu'il va faire le mieux pour les clients et donc il va suivre ses idées. Bon, ou il va proposer des actifs qu'il préfère. Alors, cela devrait être absent dans les conseils financiers automatisés comme dans les robots conseillers. Parce que c'est vraiment une machine qui fait ça. Donc, la personnalité du client est considérée entièrement. Il faut aussi nommer les coûts faibles parce qu'une fois que le nombre d'investisseurs est assez grand, avec une économie d'échelle, donc les robots conseillers deviennent un très bon marché, donc on amortit tous les coûts de la plateforme. Alors, il s'agit d'une plateforme technologique bon marché, et pour minimiser les coûts de transaction, parmi tous les investissements que les robots conseillers peuvent proposer, ils proposent souvent des investissements passifs, c'est-à-dire qu'ils préfèrent suivre avec certaines formules des indices boursiers ou des fonds négociés, plutôt que construire une stratégie vraiment à partir de chaque action particulière. Donc, l'optimisation des coûts est aussi intéressant pour les clients parce que les coûts de transaction peuvent parfois diminuer beaucoup la rentabilité de l'investissement au total. Donc, il y a aussi une optimisation de ce point de vue. Et finalement, l'absence de biais comportementaux. Donc, en théorie, le robot conseiller va vous proposer les titres qui sont les mieux pour vous. Et par contre, un conseiller humain peut avoir préférence pour des titres nationaux, donc pour les titres du pays où vous êtes, ou tout autre biais. Cela devrait être absent dans les robots conseillers. Voyons maintenant les inconvénients.
En fait, il y a des auteurs qui ont mesuré que la capacité de catégoriser les clients et fournir des recommandations est assez faible. Pourquoi ça? Parce que les données des questionnaires, dans les données des questionnaires que les clients doivent compléter au début, même si les questionnaires contiennent beaucoup de questions, c'est difficile de tirer des informations importantes et de traduire cette information dans une allocation de portefeuille. Donc, la plupart de l'information proposée est perdue, en fait. L'analyse des questionnaires est trop simplifiée par les robots conseillers. Et aussi, les robots conseillers vont souvent proposer des stratégies qui sont à faible risque. Alors, pourquoi ça? Parce que l'institut financier qui offre le robot conseiller, en fait, ne veut pas prendre des risques dans le sens que, bon, je vais proposer une stratégie trop risquée au client, donc le client va perdre beaucoup d'argent, donc il va quitter. L'attitude donc du robot conseiller est de fournir des stratégies plus prudentes. Mais d'un côté, le robot conseiller veut proposer une stratégie qui est adaptée au client. Mais en pratique, il propose une stratégie qui est plus prudente pour éviter des problèmes de pertes répandues. Donc, il y a un petit peu de contradiction entre la personnalisation et éviter des problèmes sur une grande échelle. Aussi, il a été observé que les portefeuilles proposés dépendent du pays. Ça, c'est naturel d'un côté, mais de l'autre côté, si on pense que l'on veut une stratégie de portefeuille qui est vraiment optimisée pour nous-mêmes, alors je ne devrais pas observer, et que la plateforme a accès à plusieurs marchés, alors on ne devrait pas observer une préférence domestique, une préférence pour les titres du pays où l'on est. On a aussi observé que dans certains pays, le pourcentage entre obligations et actions est différent que dans d'autres pays. Donc, on a observé qu'en Europe, on a une attitude différente qu'en Amérique. Mais si la machine était vraiment objective et elle reflétait vraiment les volontés du client, cela ne devrait pas être observable. On a aussi d'autres inconvénients. Il n'y a pas vraiment d'investissement réellement personnalisé. C'est-à-dire que les robots conseillers utilisent des groupes d'investisseurs. Donc, ils cherchent des stratégies d'investisseurs similaires, mais le degré de similarité peut être faible. Et qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive que selon les investisseurs similaires, la machine va proposer des stratégies et puis l'investisseur est laissé seul pour déterminer la bonne stratégie. Donc, c'est comme dire que la machine ne prend pas la responsabilité de vous donner la véritable stratégie personnalisée, mais cela dépend du choix de l'investissement à la fin. Il y a aussi un côté de conflit d'intérêts, c'est-à-dire que c'est difficile de croire qu'une institution financière, un intermédiaire financier qui propose cette machine-là, est vraiment objectif sur tous les actifs achetés sur tous les marchés. Mais c'est plus raisonnable de croire que la machine va proposer les actifs où la maison, disons, la banque, l'institut a plus de facilité ou plus de convenance que ces actifs-là soient échangés. Alors, il y a un conflit d'intérêts qui, en fait, est à la base et que c'est difficile à décroire qu'il ne soit pas là. Et tout cela a une influence sur la personnalisation. En fait, on va personnaliser la stratégie du portefeuille, mais en tenant compte que peut-être qui nous offre le service a des préférences sur les actifs à transiger. Il n'y a pas d'obligation fiduciaire dans le sens que la machine n'est pas forcée d'agir dans l'intérêt du client. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des réglementations spécifiques à chaque pays. Ça, c'est vrai, par exemple, en Asie, donc, où les marchés ne sont pas très bien connectés et que vous pouvez investir dans un pays et non dans un autre pays. Cela limite les choix d'actifs et toutes les fois que
qu'on a des contraintes additionnelles sur les actifs et les fonds à négocier, alors on va avoir moins de choix pour la stratégie à construire. Donc, en fait, ici, c'est tout résumé dans ce tableau-là que l'on trouve dans notre chapitre. Les robots conseillers, c'est une technologie qui a plusieurs avantages, mais qui doit quand même résoudre des problèmes parce que la personnalisation de la stratégie n'est pas là vraiment en ce moment. Voyons maintenant comment les données massives et l'intelligence artificielle peuvent nous aider à résoudre certains de ces problèmes, dans l'optique que cette technologie est là pour rester. Alors, comment les données massives et les méthodes d'apprentissage automatique peuvent améliorer la classification du profil des investisseurs et les stratégies du portefeuille à proposer? Donc, une amélioration sur deux niveaux, classement des clients et recommandation de stratégies. On a aussi une curiosité ici, une question sous-jacente. Il y a aussi une question de côté psychologique intéressante qui est l'humanisation du robot conseiller. Il n'y a pas de réponse claire en littérature, mais est-ce qu'on préfère un robot conseiller qui est un homme humain ou un homme artificiel? Il arrive que un homme humain est préféré pour des tâches simples, mais pour des produits sophistiqués, les noms artificiels fait plus confiance. Donc, un code, une abréviation XYZ, fait plus confiance si vous devez faire quelque chose de compliqué, mais un homme humain a plus d'attrait pour l'interaction avec la machine. Donc, il y a aussi ces compromis-là à considérer. Et aussi, parmi les noms humains, il y a le choix entre noms masculins et noms féminins. Donc, on préfère des noms masculins pour certaines tâches, des noms féminins pour d'autres tâches. Et tout cela a des conséquences sur les publics ciblés par cette technologie. Bon, en tout cas, en laissant de côté cette question, un premier niveau de personnalisation, c'est à travers les systèmes de dialogue. Donc, l'idée ici, c'est que ça ne suffit pas d'utiliser les questionnaires. Donc, les questionnaires contiennent de nombreuses variables, mais on n'aurait plus d'informations à travers les données massives. Par exemple, si les clients avaient la possibilité d'interagir avec un chatbot, donc d'utiliser un chat, échanger des messages avec une machine. Ça produirait des données textuelles et l'analyse de ces données textuelles pourrait améliorer la compréhension de la personnalité du client. Aussi, utiliser les données sur les opinions et les choix passés des autres investisseurs. Par exemple, si on prend les achats des cartes de crédit, cela vous dit beaucoup. Cela dit beaucoup du client, de l'investisseur, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, s'il aime des produits écologiques ou non, quelle est son attitude. Donc, utiliser les données du passé de chaque client, qui c'est une base de données énorme, ça peut vraiment personnaliser les stratégies à offrir. Aussi, l'utilisation des données des réseaux sociaux. Si les robots conseillers proposaient aussi un réseau social interne à ces investisseurs et qu'ils pouvaient échanger, donc on pourrait connaître leur opinion et les tendances du marché en ce moment. Donc, un chatbot on sait déjà ce que c'est, peut fournir des données conversationnelles. Donc, l'idée ici, c'est que la machine la machine va proposer des questions, les clients répondent, on commence à converser, on fait ça tous les jours pour un certain point, et la machine décode les questions et les réponses à travers des modèles sequence-to-sequence ou encoder-decoder. Et puis, ces données textuelles sont analysées par des modèles de personnalité. Alors qu'ici, en faisant ça, on peut aller au-delà de la simple attitude au risque, comme dire investisseur prudent ou investisseur spéculatif, mais on peut dire, bon, c'est une personnalité de quelqu'un qui est plus égoïste, de quelqu'un, par contre, qui soigne les autres. Vraiment, toute attitude peut être capturée à travers une bonne quantité de données textuelles avec des questions qui, par exemple, sur ce qu'ils pensent de ce qui se passe dans le monde, etc. Cela peut
peut orienter la machine vers certains actifs, des actifs par exemple plus verts, des actifs plus spéculatifs, ou certaines régions géographiques, etc. Puis, la démarche suivante, après le système de dialogue, c'est la recommandation. Donc, traduire toute l'information de ces données en une stratégie de portefeuille personnalisée. Alors, ici, c'est beaucoup de données à gérer, les profils du client, l'historique et les caractéristiques des investisseurs similaires. Donc, ici, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui nous aide à prendre des décisions. Et on peut nommer, par exemple, plusieurs méthodes du côté plus technique, méthodes d'apprentissage automatique qui, ici, sont utilisées pour traiter ces données massives-là. Ici, je mentionne seulement quelques-unes de ces méthodes pour aller dans la direction de comment traiter toutes ces données, comment traiter les données massives des réseaux sociaux, des histoires d'achat, beaucoup de milliers ou millions d'investisseurs en même temps. Alors, on parle d'apprentissage non supervisé. Ça, c'est l'aspect le plus intéressant de forage des données quand il n'y a pas de variables à prédire. Ici, on trouve des méthodes pour identifier des groupes de clients. On appelle ça le clustering ou classification automatique. Le but est de détecter des groupes avec caractéristiques similaires, mais on ne va pas créer les groupes à l'avance. Je ne vais pas créer les groupes de retraités ou les groupes de jeunes entre 25 et 30 ans. Ça, il n'y a pas besoin de l'apprentissage automatique pour ça. Mais on va détecter des nouveaux groupes, des groupes qui ne sont pas connus à l'avance, avec tous des indices de similarité qui mettent ensemble une grande quantité de variables. Alors, on peut bien identifier des investisseurs risqués, des investisseurs plus prudents, des investisseurs plus actifs ou plus passifs, des investissements à court à long terme. Mais moi, ce que j'écris sont des exemples très simples, mais on s'attend aussi à détecter des groupes qui ont un mélange de ces caractéristiques et que peut-être ce n'est pas facile d'identifier avec des noms synthétiques. C'est simplement des groupes de clients similaires que l'on a trouvés. Donc, pour la recommandation, on va considérer les groupes d'appartenance et les profils des clients là-dedans et leur stratégie passée, par exemple. Parmi les méthodes, on trouve les cas moyennes, les méthodes de classification hiérarchique. Il y en a plusieurs pour faire ça. Et il y a plusieurs manières de régler ces méthodes. Ce n'est pas tout à fait direct, ça, il y a beaucoup de travail à faire. Et il y a aussi un compromis entre le nombre de groupes, la taille des groupes et la similarité des individus. Donc, on s'attend à un nombre de groupes qui nous permet de donner une bonne similarité entre clients. Sinon, on retombe dans les problèmes précédents où on a classé les gens dans des groupes trop grands et la recommandation n'est pas personnalisée. Dans l'apprentissage non supervisé, on a aussi des méthodes de réduction des dimensions, comme l'analyse en composant principal, qui est très important quand vous gérez plusieurs variables. On veut vraiment diminuer le nombre de variables à considérer parce que sinon ça devient trop grand à gérer. Alors, il y a plusieurs méthodes pour chercher les déterminants les plus importants et enlever les autres. Il y a aussi la branche d'apprentissage supervisé où il y a une variable à prédire. On a dans le cas de la régression toutes les méthodes pour faire une bonne prévision d'une variable quantitative. Ça peut être par exemple, quel est le montant à investir de notre client? Qu'est-ce qu'on peut lui proposer à partir de son revenu, son âge, les transactions passées, les investisseurs similaires? Comment ça se traduit dans son investissement mensuel? Est-ce qu'on peut lui proposer un $500 d'investissement par mois ou non? Quel est le montant à préférer? Donc, c'est tout ce qui regarde la prédiction d'une variable continue. Et on parle de sélection des variables, c'est-à-dire le fait d'identifier les prédicteurs les plus importants pour faire ça. On a ici plusieurs méthodes, comme régression linéaire, pénalisée, arbre forêt aléatoire, réseau de neurones. Il y a aussi des méthodes plus avancées, mais cela, c'est pour prédire une variable continue comme les montants à investir. Combien investir, combien notre client accepterait d'investir dans la prochaine année. Il y a aussi, à l'intérieur de l'apprentissage supervisé, les problèmes de classement où la réponse est binaire, oui, non.
Alors, dans ce cas, la question est plutôt, est-ce que l'investisseur va acheter un actif ou vendre un actif? Est-ce qu'il va faire des échanges d'actifs aujourd'hui ou on attend? Alors, pour répondre à toutes ces questions intermédiaires, où la réponse est oui, non, ça, on est dans le monde du classement. Classement et les méthodes les plus populaires sont la régression logistique, l'analyse discriminante et toujours arbre et forêt aléatoire, réseau de neurones et les méthodes avancées. Donc, il y a du côté méthode, il y a plusieurs méthodes pour traiter les données des clients et cela dépend vraiment. Et vous devez, l'idée, c'est que le robot conseiller va résoudre plusieurs problèmes à la fois. Donc, pour chaque problème, il y aura des méthodes qui sont plus adaptées des autres. Donc, il y a aussi une amélioration au niveau de la stratégie de portefeuille. Ça, ici, la question devient, OK, on a trouvé de nouvelles informations, comment les incorporer dans la stratégie de portefeuille? Alors, on a vu en pratique que plusieurs robots conseillers utilisent des modèles assez de base, comme les modèles moyenne variance, c'est-à-dire d'améliorer le rendement, chercher un rendement cible bon, en minimisant les risques. Mais récemment a été proposée une manière d'introduire les différentes croyances, donc les différents beliefs, à l'intérieur de ce type d'optimisation. C'est une approche qui est assez connue depuis longtemps en littérature, qui s'appelle l'approche de Blake-Litterman. Ici, dans cette approche-là, on dit, bon, au lieu d'utiliser simplement les données historiques, donc les moyennes historiques, la volatilité historique, on va faire des corrections. On va faire des corrections aux paramètres selon l'attitude du client que l'on vient de déterminer à partir de l'analyse des données massives dont j'ai parlé précédemment. Donc, cette analyse-là s'est traduite dans cette approche dans une correction des attentes du client. Alors, avec ces paramètres corrigés, puis on va optimiser les portefeuilles et on va trouver une stratégie qui forcément sera personnalisée. Donc ça, c'est une manière assez linéaire, disons, adhérente à la littérature, d'utiliser les informations tirées des données massives des clients, c'est-à-dire de modifier, corriger les paramètres à utiliser dans l'optimisation des portefeuilles. Évidemment, ce n'est pas la seule manière de le faire et on attend dans les prochaines années à d'autres manières de mieux exploiter l'information des clients tirée par les méthodes dont on a parlé. Donc, pour conclure toute notre histoire des robots conseillers, il s'agit d'une technologie novatrice qui a beaucoup d'avantages, mais aussi un potentiel de développement assez grand dans différentes directions. On s'attend, grâce à l'intelligence artificielle et à l'utilisation des données massives, une amélioration au niveau des systèmes de dialogue, comme les chatbots, et des systèmes de recommandation, et aussi au niveau de l'optimisation des portefeuilles. Comment utiliser la nouvelle information pour une optimisation des portefeuilles personnalisée. Il y a quand même des aspects importants à considérer. Par exemple, pour les données conversationnelles, c'est la confidentialité qui est très importante et l'utilisation des données des différents clients. Ce n'est pas vraiment facile à utiliser. En théorie, on a accès aux transactions de n'importe qui, mais en pratique, il faut garder la confidentialité. Donc, on ne peut pas avoir d'informations personnelles qui va d'un client à l'autre. Alors ça, c'est un problème très important à considérer et qui peut limiter les possibilités d'utilisation de ces données. Aussi, comment mémoriser ces données? C'est qui a accès, qui a le droit de lire ma conversation avec la machine. Il y a aussi un dernier point à considérer, c'est-à-dire le fait que parfois les méthodes d'apprentissage automatique agissent comme une boîte noire. Ils apprennent, mais on ne sait pas ce qu'ils apprennent. Ils peuvent apprendre, par exemple, des mauvaises opinions. Non, quand on a des données qui sont produites par des humains, ce n'est pas des données qui viennent d'un expériment scientifique, donc il y a des distorsions dedans, des fausses opinions, des fausses idées, des préjugés. Alors, c'est possible que la machine va apprendre ça. Alors, ça, c'est un autre côté
qui doit être analysé à fond. Donc, régler l'algorithme, entraîner l'algorithme afin qu'il apprenne les bonnes choses. Et comme ça, j'ai terminé. Merci beaucoup pour l'attention.